Voilà, j'espère que vous allez bien tous. C'est un livre en français. J'espère que tout le monde va bien. Et si Dieu veut, aujourd'hui, on va commencer sur les lois de Shabbat. Est-ce que vous avez Mishnah Berurah volume 3? Non, moi j'ai pas. J'ai pas pu l'acheter. C'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, ça va être un cours introductif et constructif en espérant. Mais ça va être beaucoup introduction et on va, Bezrat Hashem, commencer un point qui va être très, en espérant, très intéressant. Très intéressant. Et vous allez voir ô combien notre Torah elle est vaste, ô combien l'étude de la halakha est très importante. Et vous-même, vous allez vous poser des questions à un certain moment, même dans votre semaine, même au jour le jour, vous allez vous dire, mais peut-être ça, c'est pas bon, peut-être ça, c'est bon. Et c'est vraiment très important et très intéressant. Tout d'abord, on a dit qu'on allait commencer les 39 travaux. Plus particulièrement, on va commencer par l'interdit de cuire. Mais tout d'abord, c'est important d'introduire d'où débute chaque chose. Il faut savoir, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça à Parashat Vayakel. Tout début de Parashat Vayakel, chapitre 35, la Méthée du livre de Shemot, c'est écrit comme ça. Vayakel Moshe et Kol Hadad Bnei Israël, Vayomer Alehem et l'Advarim. En tout cas, Moshe Rabbeinu, il demande de rassembler donc tous les Bnei Israël. La première halakha qui dit Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha. Pendant 6 jours, tu travailleras. Et le malasot, il faut ramener un peu d'argent. Ou Bayom HaShevi, le 7e jour. Et Lachem Kodesh Shabbat Shabbaton, Lachem Kol Haoseh Melacha Yumat. Ce sera un jour saint pour Akadosh Baruch Hu. Et toute personne qui fera un travail, Chayav ce qu'il va. Ok. Tov, en tout cas, quels sont les travaux interdits? La Torah ne nous le dit pas. Mais juste avant, Parashat Kitissa, juste avant Parashat Tetzavé, Parashat Teruma, et même après par la suite, on va voir la construction, la suite de la Parashat Vayakel, on va voir aussi la construction du Mishkan. Il faut dissocier entre le Mishkan et le Beth Amikdash. Le Mishkan, c'était le Beth Amikdash qui était mobile, qui était ramené d'endroit en endroit lorsqu'il devait camper dans le désert, et le Beth Amikdash qui a été construit après par Shlomo HaMelech en Eretz Israël. Très bien. Le Mishkan, il devait y avoir la construction du Mishkan. C'est la résidence type, c'est là où Akadosh Baruch Hu va résider, bien évidemment, spirituellement. Mais c'est vraiment l'endroit type que l'on cherche au jour d'aujourd'hui, le 3e Beth Amikdash, c'est tout ce qu'on souhaite. On cherche ça parce que s'il y a un temple, s'il y a un Beth Amikdash, il y a tout. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a la construction du Mishkan. Il y a plusieurs parachiotes qui vont parler de la construction du Mishkan, entre autres dans la parashat Vayakel. Et les travaux qui sont rapportés dans tous ces parachiotes-là vont être eux-mêmes les travaux qui vont être interdits durant Shabbat. Pourquoi? Parce que la Torah ne nous dit rien. La Torah ne nous dit aucun travail interdit, à part au tout début de Vayakel. Elle dit comme ça, Lo tavarouesh bechol mojvetechem beyom ha-Shabbat. Vous ne ferez pas de feu le jour du Shabbat. C'est tout. C'est tout. À part ça, on n'a aucun autre interdit. Donc, Chachamim, comme ça c'est rapporté dans le traité Shabbat, Chachamim nous apprennent que les 39 on va le dire maintenant, mais les travaux interdits de Shabbat sont les mêmes, ils sont similaires aux travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan. Pour quelle raison? Parce que lorsque Moshe Rabbeinu vient demander au Bnei Israël de construire le Mishkan, juste avant, Moshe Rabbeinu me dit pendant 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu ne feras rien. Il parle de quoi? Il parle de la construction du Mishkan. Tu ne construiras pas le Mishkan le 7e jour. Donc les travaux qui sont réalisés pour la construction du Mishkan sont eux-mêmes interdits de réaliser durant Shabbat. La Gemara, dans le traité Shabbat 73a, nous énumère 39 travaux. Comme c'est écrit dans la Mishnah, Arbaim Cheser Echad, 40 moins 1. Donc 39 travaux. La Gemara nous rapporte là-bas l'interdit de semer, l'interdit de labourer, l'interdit de pétrir, l'interdit de cuire au four, l'interdit de tondre, l'interdit, etc. 39 travaux. Blanchir, carder, teindre, filer, installer, ourdir, tisser des fils, nouer, détisser, dénouer, coudre, etc., etc. En tout cas, 39 travaux. 39 travaux.
Tous ces travaux-là, c'était pour la réalisation de la construction du Mishkan. Mais il existe une discussion entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. D'où l'importance de connaître vraiment le Talmud Yerushalmi, pas seulement le Talmud Bavli, mais d'avoir connaissance aussi du Talmud Bavli. Le Talmud Bavli, ce qu'on apprend nous au jour le jour. Ok, la Gemara nous dit dans le traité Shabbat, les 39 travaux. Très bien. Ce sont les 39 travaux qu'il y avait au Mishkan. Mais monsieur le rabbin, c'est quoi comme travaux? Est-ce que ce sont les travaux pour la construction du Mishkan ou bien les travaux sacerdotaux au jour le jour, quotidien qu'il y avait au Mishkan? On ne sait pas. Est-ce que c'est les travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan ou bien les travaux qui étaient au Mishkan même, lorsqu'on rapportait un korban, etc. Tous ces trucs-là. Il va y avoir une conséquence extraordinaire. On va le voir Bezrat Hashem par la suite, la différence qu'il y aura à l'Afrique entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Bavli, il semblerait qu'il pense que c'est uniquement les travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan. Tous les travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan sont interdits durant Shabbat. Pour quelle raison? La Gemara, la Mishnah tout d'abord, rapporte l'interdit de cuire. Sur quel terme? Cuire au four, afiya. Ok, au fait. Interdiction de cuire au four. La Gemara pose la question. Regardez la question. Extraordinaire la question de la Gemara. Elle nous dit comme ça. 74b dans le traité Shabbat. Ayin Dalet Amud Bet. La Gemara pose la question. Pardon. La Gemara pose la question. Amar Papa. Shavak Tana Didan Bishul Samamanin Daveva Mishkan Venakat Ofe. Tana Didan Tinura Depat Nakat. Ça veut dire quoi? La Gemara se pose la question. Rafapa il se pose la question. Pourquoi la Mishnah, l'auteur de la Mishnah, lorsqu'il va énumérer les 39 travaux interdits durant Shabbat, il va définir l'interdit de cuire par une cuisson au four, afiya. Pourquoi l'auteur de la Mishnah nous rapporte un tel interdit, alors que, comme ça nous dit la Gemara, l'interdit qui devait être énuméré dans la Mishnah aurait été le terme bichoul, une cuisson. Pourquoi? Parce que c'est quoi le travail qui était réalisé au Mishkan? C'était la cuisson des plantes, samamenim, des plantes, pour en extraire là-bas des pigmentations pour la coloration des teintures, pour la coloration des couvertures du Mishkan. Donc la Gemara se pose la question, pourquoi tu n'utilises pas le terme bichoul, cuisson au feu? C'était seulement de cette façon-là qu'on pouvait réaliser cette coloration. Et pourquoi tu utilises le terme afia, le terme donc cuisson au four? Ça n'existait pas. La Gemara de répondre non, parce que tout ce qu'on a dit au préalable, il y a les 11 premiers travaux. Le 11e travail, c'est de la cuisson au four. Tous les 11 travaux, c'était depuis le départ, semer, labourer, moissonner, mettre en gerbe, battre la récolte, vanner, trier, moudre, tamiser, pétrir, et ensuite cuire au four. Toutes ces préparations, c'était comme une préparation pour réaliser du pain. Ok? Nous, aujourd'hui, nous n'avons plus de Mishkan, ni de Beth Amikdash. Donc, en général, lorsqu'on va faire tous ces travaux-là, trier, moudre, tamiser, etc., c'est uniquement pour faire du pain. Donc, c'est pour ça que la Mishnah a voulu plus nous rapporter quelque chose qui nous concerne à nous, qui est la cuisson au four, donc pour faire le pain. Mais effectivement, il n'y avait pas de réalisation de cuisson au four lorsque c'était au Mishkan. Alors, posons-nous la question. Bien évidemment que si. On rapportait comme sacrifice Ménachot. C'est quoi les Ménachot? C'était du pain. On rapportait les 12 pains le vendredi, la veille de Shabbat. Donc, pourquoi la Gemara de nous dire qu'il n'y avait pas de cuisson au four au Mishkan, si ce n'est de dire que les 39 travaux interdits de Shabbat, ce sont les 39 travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan. Pour la construction du Mishkan et non les services sacerdotaux quotidiens au Mishkan. Donc, voilà une première preuve de nous dire que les interdits énumérés par la Mishnah, ce sont les travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan. Première preuve. Deuxième preuve. Il y a écrit comme ça dans le traité Shabbat 75a. Et ça, c'est important parce qu'une étude de Gemara, bon, Hachem, on le fait tous, l'étude de Gemara. Mais c'est très important de décortiquer une Gemara. Pas seulement une lecture. Bien évidemment, une lecture déjà simple, elle n'est pas simple. Alors, lorsqu'on décortique, bien évidemment, c'est bien plus complexe. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez voir la lueur de la Gemara, cette lueur-là, cette lueur de l'étude, lorsque vous allez décortiquer.
Regardez ce qu'elle nous dit la Gemara dans le traité Shabbat 75a. Elle nous dit comme ça. Elle rapporte un des travaux interdits durant Shabbat qui est énuméré dans la Mishnah, c'est Vashochato, celui qui fait l'abattage rituel. Très bien, l'abattage rituel. La Gemara se pose la question. Shochet mishum mai chayav. En quoi abattre une bête, on réalise un interdit de Shabbat? Je décortique la question. En quoi le fait d'abattre une bête pendant Shabbat, on réalise un travail qui était réalisé au Mishkan? On ne voit pas d'interdit, on ne voit pas de travail tel qui était réalisé au Mishkan. Alors, Rav de répondre, non. Lorsque tu vas abattre une bête, automatiquement, tu vas transgresser l'interdit de tsovéa, de colorer. Shmuel Amar, Shmuel de nous dire, non, peut-être tu vas transgresser l'interdit de netilat neshama, de tuer un être. Donc, tu vas retirer la neshama. Alors, pourquoi la Gemara se pose la question? On ne voit pas de travaux tels, similaires à cet interdit au Mishkan. Et bien sûr que si. Les sacrifices quotidiens, c'était Bashochato. On faisait l'abattage rituel quotidiennement. Donc, en quoi ce travail-là est-il si difficile pour toi de comprendre? On le voyait au Mishkan? Eh bien non. Encore une preuve du Talmud Bavli que tous les travaux énumérés dans la Mishnah, ce sont les travaux qui sont uniquement des travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan. Très bien. Deux preuves extraordinaires que l'on peut voir d'ici. Et on va voir que cet approfondissement que nous sommes en train de faire va avoir des conséquences énormes par la suite lorsqu'on va essayer d'énumérer les interdits, chaque interdit, et entre autres l'interdit de cuir. Alors que le Talmud Bavli, le Talmud Yerushalmi, il nous dit la chose suivante. Talmud Yerushalmi rapporte comme ça dans le traité Shabbat 92a. Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi nous apprend les interdits de Shabbat et l'interdit de porter. D'où on apprend l'interdit de porter. Le dernier interdit, le 39e travail interdit durant Shabbat, c'est, je vous lis exactement, c'est Vaotsa Merishut Lershut. C'est sortir d'un domaine privé à un domaine public, ou inversement. Ok? Le Talmud Yerushalmi vient énumérer dans la Mishnah 92a, vient essayer de comprendre d'où on apprend l'interdit de transporter d'un endroit à un autre. Il nous apprend un verset. Vilivne Kiat. Ce verset il est rapporté dans Bamidbar, chapitre 7, verset 9. C'est rapporté comme ça. Vilivne Kiat. Lonatan qui a avodat à Kodesh Aleem, Bakatef Isaou. Bakatef Isaou. Les Bnei Kehat, les fils de Kehat, ils avaient quoi comme charge et comme service sacré lorsqu'ils étaient dans le désert? Aucun travail, uniquement le fait de porter le Mishkan. Ils devaient le porter. Lorsqu'ils allaient d'un endroit à l'autre, ils devaient le porter. Ok? Le verset dit, quant aux enfants de Kehat, il n'y avait rien comme travail. Chargés du service des objets sacrés, ils devaient les porter sur leurs épaules. Comme ça, c'est écrit dans le verset. Rien d'autre à faire. De là, on voit que quoi? C'était quoi comme interdit? Est-ce que c'était un interdit du travail de construction du Mishkan ou bien un interdit qui était, lorsque le Mishkan il était déjà construit et qu'il devait le porter à un endroit à un autre? C'est un service sacerdotal, c'est un service quotidien, c'est un service hebdomadaire, l'Oméchané. En tout cas, c'est un service après la construction du Mishkan. Donc, selon le Yerushalmi, ce sont les interdits qui étaient réalisés lors des services sacerdotaux et non pas lors de la construction du Mishkan. Il va y avoir des conséquences entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. On va voir ça tout de suite, Bezrat Hashem. En tout cas, vous avez compris la différence entre le Bavli et le Yerushalmi? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Maintenant qu'on a compris ça, on va se poser beaucoup de questions. Comme on aime nous faire les juifs. Par rapport à l'interdit de cuir. C'est quoi les interdits de cuir de la Torah? Qui étaient pour le Yerushalmi, qui était après la construction du Mishkan, et pour le Bavli, pendant la construction du Mishkan. Il faut savoir que pour les deux, que ce soit le Bavli ou le Yerushalmi, les interdits de cuisson, c'était autant des cuissons au feu
autant des cuissons au four. Il n'y avait aucune différence. Il y avait aussi l'interdit de cuire directement ou bien en barbecue ou bien même lorsqu'on va cuire de façon, comment on dit ça, tigoun, ok, lorsqu'on va faire mariner, etc. Tout ça, en tout cas, ce sont des interdits. Ok, les interdits de la Torah, c'est de cuire d'une façon avec le feu. C'était autant au Mishkan, la construction du Mishkan, autant après le Mishkan. Dans tous les cas, une cuisson au feu est interdit de la Torah. De n'importe quelle façon, en tout cas, l'interdit est au feu. Si maintenant, je cuis d'une façon différente que le feu, par exemple, au micro-ondes, ce sont des ondes, ok? C'est lorsque des ondes ils vont s'entrechoquer, il va y avoir une cuisson, ça va chauffer. Donc, est-ce que je réalise un interdit de la Torah ou pas? Ce n'est pas du feu. Est-ce que cuire au soleil, c'est un interdit de la Torah ou bien non? Est-ce que cuire à l'électricité, c'est un interdit ou pas? Et est-ce que cuire sur une pierre volcanique, c'est un interdit ou pas? La lave, il faut savoir que la lave, c'est aussi ça, quand on s'intéresse, lorsqu'on étudie la halakha, c'est intéressant de connaître tous les procédés. La lave, ce n'est pas une substance ni de feu ni rien. C'est par les rayons solaires qui se sont entrechoqués dans ce volcan. À un certain moment, il va y avoir quelque chose qui va justement créer la lave, qui va avoir donc une chaleur énorme. Ok, donc c'est directement du soleil. Est-ce que cuire sur une pierre volcanique, il s'agit d'un interdit de la Torah ou pas? On va voir Bezrat Hashem qu'il existe des interdits de la Torah. Il existe des interdits de cuire d'ordre rabbinique, qui va y avoir aussi des conséquences, parce que dans tous les cas, que ce soit de la Torah ou d'ordre rabbinique, dans tous les cas, ça sera interdit. Mais il va y avoir aussi des conséquences par rapport à ça. Et il va y avoir des cuissons qui sont permis, même d'ordre rabbinique. On va le voir avec l'aide d'Hachem. Vous avez des questions jusqu'à maintenant ou pas? Très bien. Tout va bien. Ah ben, je suis content. Ça, c'était l'introduction. C'est important que je l'introduise par cela. Parce que Bezrat Hashem, lorsqu'on va étudier il Chod Bishul, donc on va débuter il Chod Bishul maintenant, on va voir que beaucoup de choses vont être compréhensibles grâce à cette introduction. Mais tout d'abord, on va conclure l'introduction par ce que nous dit le Rambam. Le Rambam nous dit comme ça. Il énumère le Rambam, les lois de Shabbat, chapitre 7, les 39 travaux interdits qui sont énumérés par la Mishnah. Et ensuite, dans le chapitre 9, Halakha 6, nous apprend quels sont les paramétrages de l'interdit de cuisson pendant Shabbat. Il nous dit le Rambam, ou bien je vous lis directement en français ou en hébreu. Bon, je vais vous lire les deux. Le Rambam nous dit la chose suivante. Donc, chapitre 9, Halakha 6. C'est important les sources, encore une fois, pour une personne qui veut aller vérifier là-bas. Il y a écrit comme ça. Amatir echad mimine matechot, kol shiu ou amechamem et amatechot. Posh hach et aase gachelet, areze toledet mevachel. Vechen amemases et adonag. O eta chelev, o eta zefet, ve'akofer, ve'agofrit, ve'keotse bahem, areze toledet mevachel vechaim, etc., etc. Je vous lis en français et en résumé. Une personne qui cuit du métal, de l'asphalte ou bien de la cire aura transgressé l'interdit de la Torah de cuire. Pourquoi? Parce que on vient de rapporter maintenant que toutes les restrictions, toutes les mélachot du Mishkan ou bien travaux du Mishkan n'étaient aucunement, du moins travaux du Mishkan plus précisément, n'étaient aucunement sur un aliment consommable. C'était pour la teinture. C'était des plantes pour en retirer là-bas la pigmentation rougeâtre et pour en faire après les teintures Veorotelim et Odamim, etc. Donc, ce n'était pas alimentaire. De là, le Rambam nous apprend que ce n'est pas uniquement lorsque tu vas cuire quelque chose d'alimentaire où tu vas ici transgresser l'interdit de cuire, mais même lorsque tu vas cuire du métal ou bien de l'asphalte ou bien de la cire, tu auras transgressé ici l'interdit de cuire. De la Torah. Sur ce, le Chazon Ish nous dit quelque chose de très intéressant. Et c'est important que je vous lance aussi des flashs à l'Afrique, comme ça, même si Bezrat Hashem, on va développer tous ces sujets par la suite. Mais le Chazon Ish nous apprend que lorsqu'une personne il allume une lumière normale, ok, une ampoule, il aura transgressé aussi l'interdit de cuire.
Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le métal à l'intérieur, il va cuire. Donc, étant donné qu'il va cuire, tu auras non pas seulement transgressé le fait que tu as allumé une flamme, parce que dans l'électricité, il y aura une flamme, on va aussi développer aussi ce sujet par la suite, mais tu vas aussi transgresser l'interdit de cuire, parce que le métal à l'intérieur, il va cuire. On ne tranche pas comme ça la halakha, ok? Mais c'est aussi important de savoir d'où il tire cela, le Chazon Ish, il tire cela du Rambam. En tout cas, une personne qui cuit du métal, de l'asphalte ou bien de la cire aura transgressé l'interdit de cuire de la Torah. Et il conclut le Rambam en disant une règle générale. Klal Gadol. Une personne qui ramollit quelque chose de dur ou bien durcit quelque chose de mou transgressera aussi l'interdit de cuire. Et ça, c'est aussi intéressant. On va apprendre de là quelque chose de très intéressant. Quelque chose qui nous concerne à nous, au jour le jour, Shabbat après Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de mettre mes chalotes sur la plata pendant Shabbat? Elles vont durcir. Est-ce que j'ai le droit de faire du pain grillé pendant Shabbat? C'était quelque chose de mou. Maintenant, je vais le durcir. Est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat ou pas? Alors, je vous dis la halakha, oui, c'est autorisé. Je ne vais pas vous laisser comme ça non plus. Oui, c'est autorisé. Et on va essayer de comprendre Bezrat Hashem pour quelle raison. Bon, en tout cas, voilà comment conclut le Rambam, l'introduction que je viens de vous faire. On va prendre avec l'aide d'Hachem et on va continuer cette première halakha. On va décortiquer cette halakha, je pense, entre ce cours-là et le cours prochain. Si on finit déjà avec ce cours-là, c'est bien. Sinon, on continuera Bezrat Hashem par la suite. C'est important de décortiquer chaque halakha. C'est pour ça que je vous ai dit que ça allait être un cours sur texte, mais pas seulement sur texte, parce qu'on va vraiment décortiquer chaque chose sur des choses qui nous concernent à nous. J'ai l'habitude de dire que la Torah ne se modernise pas, elle s'actualise. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses très actuelles auxquelles on va retrouver déjà dans le Talmud, dans les Rishonim, dans l'Achronim, dans le Shulchan Aruch, et qui vont être justement selon notre actualité. Alors, si ceux qui ont le Mishnah Berurah peuvent le prendre, Siman 318 halakha 1. Tov. Il y a écrit comme ça dans la première halakha. Amevachel beshabbat, bemezid. Asur lo leolam, velachri mutar le motzei shabbat miyad. Il dit comme ça Shulchan Aruch. Une personne qui cuit pendant Shabbat, bemezid, c'est-à-dire avec intention, et il sait très bien qu'il fait un interdit. Et bon, Hachem, 5 minutes après, il fait teshuva. Je t'abarre chez Molad. Asur lo leolam, lui pour lui, sera interdit de consommer ce plat-là à tout jamais. Par contre, mutar le motzei shabbat miyad. Pour les autres, ce sera permis de consommer cet aliment-là qui aura été cuit pendant Shabbat de suite après Shabbat. Ça, c'est pour une personne qui a transgressé Shabbat de manière, il savait que c'était interdit, il l'a quand même fait. Donc pour lui, c'est interdit de consommer ça à tout jamais. Par contre, pour les autres, même si ça a été cuit pour eux, ça sera permis de consommer cela de suite après Shabbat. Par contre, au Béchogeg, si cette personne-là, elle a cuit de manière sans le savoir, elle ne savait pas que cuire au micro-ondes, c'était interdit de la Torah, c'était interdit. On verra si c'est de la Torah ou des Rabbanan. En tout cas, c'était interdit. À Sourbo Bayom, c'est interdit de consommer cette cuisson-là pendant Shabbat. Gam la Achrim, même pour les autres. Mais la RF, par contre, le soir, Motzei Shabbat, Mutar, Gamlo Miyad. Ça sera permis, même pour le cuisinier lui-même, ça sera permis de consommer cet aliment. Mais le Rama, le Ravi Serlich, il y a 460 ans, à la même époque que Rabbi Yosef Karo, il a dit comme ça, il a rajouté tout en haut, tout début de la halakha, O shasa achat mishar melachot. Ou bien il a réalisé un des 39 travaux. Pas seulement Mevachel, pas seulement cuire, mais un des 39 travaux. Il a fait quelque chose d'interdit. Alors, toutes les halachot qu'on vient de dire maintenant sont uniformes. C'est-à-dire que c'est la même chose. S'il a fait Bémézid avec intention, pour lui, ça sera interdit de profiter de cet interdit-là à tout jamais. Par contre, pour les autres, Motzei Shabbat, c'est permis. S'il a fait Béchogeg, sans intention, ça sera permis pour tout le monde, Motzei Shabbat. Très bien. Sur cette halakha, je vais essayer de vous introduire par ce qu'elle nous dit la Gemara dans le Talmud, dans Bavli. C'est rapporté comme ça que Chachamim, ils sont venus. Il est écrit comme ça que Rabbi Avaou nous apprend que ce que je vais vous dire maintenant, c'est un interdit des Rabbanan. C'est Chachamim qui sont venus, ils ont interdit. Ana'a mima'aseh Shabbat. Il est écrit comme ça
les mélachot pendant Shabbat sont interdits. Les mélachot elles-mêmes sont interdites. Aval, la hana'a mima'aseh Shabbat, profiter de quelque chose qui a été réalisé pendant Shabbat, ça c'est uniquement un interdit d'Erabanan. Ça s'appelle hana'a mima'aseh Shabbat. Profiter d'un interdit qui a été réalisé pendant Shabbat. C'est un interdit d'Erabanan. Très bien, hana'a mima'aseh Shabbat. Dans l'absolu, ça serait quoi le problème de profiter de quelque chose qui a été réalisé pendant Shabbat? J'ai rien fait. J'ai fait aucun interdit. C'est quelqu'un qui a fait. C'est quoi le problème? Alors déjà, hein, il faut savoir qu'il y a une différence entre les lois de Shabbat et les lois de Bassar Bechalav, par exemple. Je vous explique. Il y a écrit comme ça dans Yoredea. C'est écrit qu'il est interdit l'arbot alav. C'est quoi? C'est quoi l'arbot alav? Il faut savoir que lorsqu'il y a eu quelque chose qui a été, comment on dit ça? Tarouvot, qui a été mince, j'ai oublié en français. Un mélange, Razak, qui a été mélangé avec une substance interdite, par exemple du lait avec de la viande. S'il y a 60 fois plus que la quantité, c'est permis à la consommation. Bien sûr, ça n'a pas été fait avec intention. Si maintenant il y a 50 fois la quantité, il manque plus que 10% de ces quantités, c'est interdit de rajouter de l'eau pour que ce soit 60 fois plus que la quantité. Assur l'arbot alav. Il y a écrit comme ça dans la halakha qu'une personne qui a été marbée, qui a rajouté, lui sera interdit de consommer cet aliment-là. Si maintenant ce cuisinier, c'est un cuistot dans un restaurant, il voulait pas perdre ses clients, il voulait pas maintenant tout jeter ça à la poubelle, alors est-ce qu'il aura le droit de le donner à quelqu'un, à ses clients ou pas cet aliment? La halakha nous dit que même pour les autres, pour qui il l'a fait, ça sera interdit. Alors, Magen Avraham se pose la question dans l'Ilchot Shabbat. Pourquoi il y a une telle différence entre Shabbat et Bassar Bechalav? Pourquoi il y aurait une différence entre les mélanges interdits et Shabbat? Là, on vient de dire pour Shabbat que pour les autres, Motzei Shabbat, ça sera permis. Même si cet homme-là, Reuven, il a cuit pour ce groupe de personnes sera permis à la consommation Motzei Shabbat. Alors que pour les mélanges interdits, on interdit même pour ceux à qui ce cuisinier a réalisé cet interdit. Pourquoi une telle différence? Le Magen Avraham répond qu'il y a une différence entre Shabbat et les interdits, et les autres interdits. Shabbat, jamais on pourra se permettre de demander à un autre juif de réaliser pour nous un interdit. Qui je suis, moi, même si je demande à un non-religieux, un non-pratiquant, je lui dis, s'il te plaît, cuis-moi quelque chose pendant Shabbat, même si c'est le gars le plus loin de la Torah, il va me regarder avec des yeux glus et me dire, qui je suis, moi? Je suis pas ton goy. Ok? Donc, Shabbat, c'est différent. Shabbat, il y a quand même quelque chose d'une certaine étincelle. Ok? On ne va jamais arriver à demander à un autre juif pendant Shabbat de réaliser pour nous quelque chose. Alors que les mélanges interdits, c'est quoi le problème en fin de compte? Il faut savoir qu'à partir du moment où il y a 60 fois plus que la quantité, dans l'absolu, ce mélange-là, il est permis à la consommation. Il est permis. Donc, je fais juste quelque chose en plus qui va me permettre cette consommation. Je fais rien. En fin de compte, la consommation par elle-même, elle est permise. L'action que je vais réaliser est interdite. Mais en fin de compte, il n'y a aucune consommation interdite qui va être consommée. Donc, c'est plus aux yeux des gens, ça va être moins grave. Donc là, Chachamim, ils ont mis un point d'honneur. Ils ont dit, attention, là, si tu fais ça, ça sera interdit pour toi et même pour les autres. Alors que pour Shabbat, on ne va pas en arriver à demander à un autre juif de faire pour nous un travail interdit. C'est pour ça que pendant Shabbat, les choses sont différentes. Pour les autres à qui cette cuisson a été réalisée, ça sera permis de la consommer Motzei Shabbat. Le Magen Avraham, comme ça, il nous explique. Une question déjà sur ça? Tout va bien, très bien. Mais il faut savoir qu'en Israël, malheureusement, il existe 7 fabriques qui continuent leur travail même pendant le Shabbat. 7 fabriques. On va les énumérer maintenant. Le sucre Sougat, 90 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est travaillé dans les usines. Pas plus de 90 jours. Il faut savoir que le sucre, ou bien il est réalisé avec des betteraves, des trucs comme ça, des trucs sucrés,
ou bien avec de la citrouille, ou bien même avec les cannes à sucre. Ok? Mais il n'y a aucune différence. Dans tous les cas, il va y avoir un travail, etc. Le travail va être réalisé 90 jours par an, 7 jours sur 7. Pourquoi il ne s'arrête pas pendant Shabbat? Tout simplement, en tout cas c'est ce qu'il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la réalité, mais s'il s'arrête même une minute, tout colle. Toutes les machines vont coller et ils vont plus pouvoir travailler ce sucre-là, ils vont devoir tout jeter à la poubelle. Il va y avoir un lavage, un travail monstre, ils vont tout laver à l'eau bouillante et après pouvoir refaire du sucre. En tout cas, c'est pour ça qu'ils travaillent uniquement 90 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment moi, selon ce que dit Maran à Shulchan Aruch, comment moi aurais-je le droit de consommer ce sucre-là? Comment aurais-je le droit? C'est quelque chose qui a été réalisé pendant Shabbat. Une autre fabrique, le papier. Il faut savoir qu'il y a une fabrique de papier qui s'appelle Kimberly en Israël. Il travaille aussi pendant Shabbat. Le papier, que ce soit le papier pour s'essuyer le nez, ou bien le papier même pour des livres. Ok, des livres. Vous allez voir dans certains livres, aussi vous allez voir dans le Chazon Ish, par exemple, le livre du Chazon Ish, il y aura écrit là-bas les lo chashash chilul Shabbat, sans crainte que ce papier-là ait été travaillé pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que oui, il existe du papier qui est travaillé pendant Shabbat. Le papier est la même chose. Ils disent que s'il s'arrête une minute, tout va coller. Donc, il travaille aussi pendant Shabbat. Comment on peut utiliser ce papier-là pendant Shabbat? Une autre, le goudron. Artoub, exactement. C'est à côté de Haïfa, à côté de Beth Shemesh, pardon. Il est travaillé aussi pendant Shabbat. Comment je peux en profiter? Le verre, vous allez voir des bouteilles en verre. Il faut savoir que 40% de la production du verre en Israël, il est d'Israël. 60%, il est importé. Mais 40%, vous allez voir des bières, par exemple, des bières. En général, les bières, le verre des bières, il est d'Israël. Donc, comment? Il faut savoir que ce verre-là, il est travaillé pendant Shabbat. Comment je peux en profiter? Il faut savoir qu'il y a une autre fabrique aussi. Il y a le sucre, le papier, etc. Il y a aussi... j'ai oublié. C'est écrit dans... Est-ce que ce sont des juifs, ces usines? J'imagine que vu la question, c'est qu'on considère que ce sont des juifs. Ce sont des juifs. Ce sont des juifs qui travaillent pendant Shabbat, malheureusement. Oui, allez-y. Peut-être la différence par rapport à la cuisson, c'est que la cuisson, on l'a fait pour nous-mêmes ou pour les autres de façon explicite. Là, elle n'est pas faite pour une personne en particulier. Mon problème, c'est que le Rama rajoute ces mots-là. Comme ça, on décortique le Shulchan Aruch. C'est ça qui est très intéressant. Le Rama rajoute entre parenthèses O shasa achat mishar melachot, ou bien un des autres 39 travaux. Pas seulement la cuisson, mais les 39 travaux. Pas que Bichoul. Pas seulement Bichoul, exactement. La Khevrat Rachmal aussi, il y en a qui ne sont pas sommaires sur Khevrat. Il a fait. C'est exactement ce que j'allais vous dire. L'électricité en Israël, il faut savoir comment ça se passe, l'électricité. L'électricité, en fait, bien évidemment, il y a l'électricité, etc. Il y a les ouvriers, mais il y a une pièce noire. C'est ce qu'on appelle Cheder Shachor. C'est ce qu'ils appellent Cheder Shachor en Israël. En tout cas, c'est une pièce noire. Là-bas, il y a uniquement 10 ouvriers qui travaillent là-bas. Il faut savoir qu'ils sont payés. Ils sont envoyés pendant 10 ans en Amérique. Ils sont payés $200,000 pour ces 10 ans. $200,000 pour connaître et savoir tout ce qui se passe autour. Il y a des milliers et milliers de boutons autour d'eux. Des milliers de boutons. Ils sont seulement 10 dans cette boîte noire. Ils travaillent là-bas tout le temps. Ils font des roulements. Ils travaillent aussi pendant Shabbat. Comment ça se passe? Lorsque vous allez avoir à Tel Aviv, malheureusement, il y a plus d'électricité utilisée dans la nuit de vendredi à samedi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les boîtes de nuit, etc. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup moins. Mais, en tout cas, en général, l'électricité est plus utilisée de vendredi à samedi à Tel Aviv, plus qu'à Jérusalem, logiquement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent la quantité, la capacité d'électricité à Jérusalem, ils en rajoutent à Tel Aviv. Lorsqu'arrive le matin, ils refont le contraire, parce qu'ils dorment à Tel Aviv le samedi matin et à Jérusalem, on se lève. Voilà comment ça se fait le roulement. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il va y avoir ce travail qui va être fait pendant Shabbat. Comment moi, je vais pouvoir profiter de cette électricité pendant Shabbat? Une autre chose, il faut savoir qu'il y a le chemin ferroviaire qui est fait en ce moment même en Israël.
Givat Shaul, par exemple, on le voit nous en face de moi, là je le vois. C'est un travail qui est fait. Baruch Hashem, pas de partout il est fait aussi pendant Shabbat, mais dans certains endroits il le travaille aussi pendant Shabbat. Comment moi aurais-je le droit? Comment moi j'ai le droit, même maintenant, parce qu'il y a déjà le chemin ferroviaire qui travaille, Baruch Hashem, qui est déjà possible d'utiliser, qui sépare Jérusalem à Tel Aviv pour aller à l'aéroport. Comment aurais-je le droit de l'utiliser alors qu'il a été réalisé aussi pendant Shabbat? En tout cas, tous ces questionnements, hein, on peut y répondre facilement selon ce qu'on vient de dire dans le Shulchan Aruch. On vient de dire pendant Shabbat, c'est interdit. Motzei Shabbat, c'est permis. Donc, selon ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, ça serait permis. Le problème, il y a certains rabbanim contemporains, qui disent la chose suivante. Ils disent tout ce que le Shulchan Aruch a dit, c'est uniquement lorsque on parle d'une personne de manière ponctuelle, il a fait telle et telle chose. Mais lorsque le travail il est réalisé au jour le jour, Shabbat après Shabbat, il s'agit de personnes malheureusement qui sont non pratiquants. Ils travaillent. Ces gens-là, si demain on leur demande de travailler le chemin ferroviaire, on leur demande de travailler le sucre, etc., ils travaillent. Donc tout ce que nous a dit le Magen Avraham, ce que j'avais dit au préalable, la différence de mélange, Bassar Bechalav, et le Shabbat, tout ce qu'on a dit, la différence, etc., ne devrait plus exister. Il y aurait quand même cette similitude entre le mélange, lorsqu'on a rajouté, etc., pour arriver jusqu'à 60 fois la quantité, il y aurait quand même une certaine similitude avec Shabbat. Parce que ces gens-là, on leur demande de travailler au jour le jour, Shabbat après Shabbat, ils n'ont aucun problème de travailler. Ce n'est pas ponctuel, comme nous dit le Shulchan Aruch, une personne qui a cuit, alors tu autorises cette cuisson. Là, ce n'est pas ponctuel, c'est Shabbat après Shabbat. Donc, il semblerait que ce que nous dit le Magen Avraham, différence entre mélange interdit et permis et l'interdit qui a été fait pendant Shabbat, n'est pas similaire à ce que nous voyons au jour le jour, malheureusement, en Israël. Donc, on devrait dire que même après Shabbat, ça devrait être interdit. Là est tout le problème. Vous avez des questions? Rabbi Yosef Karol, il ne le dit pas explicitement, ça. Il ne le dit pas. Non, c'est pour ça que j'imagine qu'il y a des problèmes, du coup. Alors, justement, est-ce que le Shulchan Aruch il parle d'un interdit qui a été fait ponctuellement? Et là, on comprendrait le Magen Avraham qu'on a dit au préalable. Ou bien, même pour une personne qui est non pratiquant et qui fait en général des travaux interdits, tout ça, il est fait au jour le jour, Shabbat après Shabbat. Est-ce qu'on dirait la même chose que ce que nous dit ici le Shulchan Aruch ou bien non? Certains pensent que non. Certains pensent que tout ce qui a été fait pendant Shabbat, c'est interdit même en semaine. Même en semaine, parce que c'est plus ponctuel. Donc, comment on va répondre à cette question? Je vous ai dit au préalable que l'interdit de Ana Mimaaseh Shabbat, l'interdit de profiter d'un interdit pendant Shabbat, il s'agit d'un interdit de Derabanan. Ok? De là, on va voir quelque chose de très important. Et là, il faut vous accrocher, messieurs. On ne peut pas inclure là-dedans le Tzorer. Comment? Est-ce qu'on peut pas dire les Tzorer c'est beau qu'on aurait le droit d'avoir une ana de ces choses-là pendant Shabbat? En quoi le fait qu'il s'agit d'un profit public, en quoi ça pourrait être plus autorisé? Au contraire, là, il n'y a plus grand Chilul Shabbat possible. Tout le monde sait qu'il y a eu un Chilul Shabbat. Donc, c'est encore pire. Je penserais encore pire. C'est pas en cachette, à la maison, etc. Non, là, c'est public. Donc, il y a vraiment un problème de Zilul Shabbat, c'est-à-dire Zilul Shabbat. Mais là, on ne sait pas si les travailleurs ils étaient obligés ou pas de travailler Shabbat. Alors, s'ils ne travaillaient pas Shabbat, ils allaient perdre leur travail. Ce que vous dites, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que c'est un des points d'autorisation. Un des points d'autorisation, c'est justement ça, parce que demain, on leur dit, si tu ne travailles pas, on t'éjecte, et ils vont continuer à travailler, c'est leur parnassa. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ça. Il y a vraiment le droit du travail où la personne a le droit de prendre son Shabbat. Ok, ça n'existe plus, ça, réellement. Ok, que ce soit même avec des goïms, n'importe. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, la personne, le client est roi, l'ouvrier, c'est lui le roi, il a le droit de prendre ses jours, il a le droit
aucun problème. Donc aujourd'hui, on ne peut plus vraiment dire ça. OK? Donc là, il faut vous accrocher, messieurs. Parce que là, je vais vous rapporter deux généralités. Et on finira avec ces deux généralités. Bezrat Hashem, on continuera sur ça demain. Mais je pense que en essayant d'être concis, je vais essayer peut-être même de finir le sujet. Il y a écrit comme ça dans plusieurs traités. Vous savez quoi, je vais prendre juste le livre pour être plus médouillac et pour vous dire exactement les références. Une petite seconde. C'est rapporté dans plusieurs Gmarot. Dans le traité Ktubot, 15a. Dans le traité Psachim, 9b. Dans le traité Choulin, 95a. Et dans le traité Nida, 18a. Ok, j'ai dit ça doucement pour que ceux qui veulent écrire, ils peuvent écrire. C'est rapporté là-bas à une grande généralité. La généralité est la suivante. Kol des Parish, Meruba Parish. C'est quoi Kol des Parish, Meruba Parish? Lorsque vous allez avoir, ça c'est le cas normal qui est rapporté dans plusieurs marottes, lorsque vous allez avoir 9 bouchées cachères, un boucher qui est non cachère, ok? Et que vous allez trouver, je pense qu'on avait déjà un peu parlé de ça une fois, et que vous allez retrouver à l'extérieur d'un de ces magasins, un sachet, tout le monde, ils ont le même importateur de sachets, un sachet avec de la viande à l'intérieur. À qui il appartient cette viande-là? Est-ce que cette viande-là, c'est du boucher cachère ou du boucher non cachère? Alors, Kol des Parish, Meruba Parish. Kol des Parish, étant donné que le doute, il a été fixé à l'extérieur, il a été Parish, il a été fixé à l'extérieur des magasins. On ne sait pas de quel magasin il est sorti. Meruba Parish. On va suivre la majorité. La majorité des magasins, ils sont cachères. Alors, bonne cuisson, tu peux faire un bon barbecue, tu peux manger cette viande-là. Très bien. Alors que si on retrouve un sachet de viande dans un des magasins, on ne sait pas si c'est une viande cachère ou pas cachère, on ne sait pas. Peut-être qu'elle vient de ce même magasin ou bien elle vient d'un autre magasin, on ne sait pas. Là, on va dire un autre klal, une autre généralité. Kol kavua kemerza al mersadame. Si le doute il est fixé à l'endroit initial où se trouve la viande, donc chez le boucher, dans le magasin, là on dira kavua kemerza al mersadame. C'est-à-dire qu'on suivra comme si qu'il y avait 50-50. 5 bouchers cachères et 5 bouchers non cachères. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça fait d'oraita la khumra. En cas de doute sur un interdit de la Torah, on ne peut rien y faire. Alors on devra être plus marqueur, interdit de manger cette viande-là. Très bien. Messieurs, lorsqu'on va parler du sucre, lorsqu'on va parler du goudron, lorsqu'on va parler du verre, tout ce qu'on a énuméré précédemment, où est-ce que le doute a été fixé? Quand est-ce que ce verre il a été réalisé? Il a été réalisé 7 jours dans la semaine. Donc 1 jour permis, 2 jours permis, 3 jours permis, 6 jours permis, 1 jour interdit. Donc c'est comme 9 bouchées cachères, 1 boucher non cachère. Donc là, vous avez la majorité des jours qui ont été faits Bekashrut, avec le tampon Rabbanut Arachot d'Israël. Donc a été fait de manière nickel. 1 jour, par contre, malheureusement, pas cachère. Donc là, où il a été fixé le doute? Où le doute a été fixé? Où est-ce que ce verre il a été réalisé? Quand est-ce que ce verre a été réalisé? Shabbat ou pas Shabbat? Quand est-ce que j'ai le doute dans ma tête? Lorsque je vais acheter ma bière dans le magasin, pas dans l'usine. Donc là, on dira Kol des Parish, Meruba Parish. Là, on va suivre la majorité. Où il a été fixé le doute, non pas dans l'usine où il a été réalisé l'interdit, mais dans le magasin. À Osherad, à Rami Levi, n'importe. Ok? Lorsque vous allez acheter votre bière, là, on dira Kol des Parish, Meruba Parish. On va suivre la majorité. Ce n'est pas uniquement au niveau quantitatif, cette généralité, Kol des Parish, Meruba Parish, mais aussi au niveau des jours. Il y a 6 jours qui ont été faits de manière permise et 1 jour interdit. Alors là, on suivra la majorité. Très bien.
Le problème, c'est que quoi? Maran Arabat Yosef Zichron Tzadik Kadosh Livracha rapporte dans son responsable Yabi Omer, volume 4. Si je ne me trompe pas, c'était volume 4. Je vous dis ça tout de suite. Ah, je ne l'ai pas écrit. En tout cas, Maran Arabat Yosef rapporte comme ça dans le Yabi Omer. Il faut savoir qu'en Israël, vous allez avoir des fruits. En Israël, on a un chiyuv de Orla. Ok? C'est quoi Orla? Les 4 premières années, interdit de consommer les fruits qui vont sortir de la terre, qui vont sortir de cet arbre-là. En général, c'est presque impossible qu'un fruit sorte dans les 4 années. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils mettent des engrais pour que les fruits puissent sortir plus rapidement. Donc, au bout de 2 ans, les fruits peuvent sortir. Très bien. Le problème, c'est que la Rabbanout Harashit d'Israël fait attention à ce genre de choses, mais ne peut pas faire attention à tout. C'est impossible. Donc, c'est possible qu'il va y avoir de l'importation dans les magasins, etc., de fruits qui sont hors là, qui sont dans les 4 premières années. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, 10% des fruits que vous allez retrouver dans les marchés, etc., 10%, c'est hors là. Donc, comment on peut manger ça? Comment on peut consommer ça? Maran Aravat Yosef Zichron Livracha, il nous dit comme ça. Il nous dit Kol des parish, Meruba parish. Étant donné que la majorité, 90% de la récolte, elle est permise, ok, elle n'est pas hors là. Donc à ce moment-là, on pourra se tenir sur la majorité. Étant donné que là, je ne vais pas acheter directement du champ, je vais acheter au chouk, je vais acheter à Machane Yehuda. Donc c'est quoi le problème? Kol des parish, Meruba parish. On suivra la majorité. Le problème, c'est qu'il y en a certains qui pensent, Divrei Chaim Itztanz, entre autres, ils disent comme ça, mais non, il y a un problème. L'importateur, c'est un juif. Donc, à partir du moment où l'importateur, c'est un juif, j'ai un problème. Où a été fixé le doute? Directement lorsque l'importateur est parti dans ce champ. C'est vrai que moi, ma conscience, c'était au magasin. Mais le juif, déjà, il a eu déjà une première conscience. Cette première conscience, elle a été faite dans le champ. Donc, on devrait dire Kol Kavua, Kemersal Mersadame. On devrait dire, c'est impossible, c'est comme si c'était 50-50. C'est comme si il y avait 50% de hors là, 50% par hors là. Et donc là, il y a un gros problème. Le Rav Vadia répond même à cette question. Il rapporte un Rajba, qui dit que même si l'importateur il est juif, en fin de compte, nous, on va selon notre propre conscience. Notre propre conscience est dans le magasin, donc on dira Kol des parish, Meruba parish. Mais maintenant, revenons à notre sujet à nous, par rapport à Shabbat. Dirons-nous à ce moment-là, selon Rabbi Chaim Itzan, selon le Chazon Ish, selon tout cela, pourquoi on ne devrait pas dire Kol Kavua Kemersal Marsadame? Quand est-ce qu'il y a eu ce doute-là? Dans l'usine, lorsque l'importateur est venu, il a pris ce sucre de l'usine, il a pris ce verre de l'usine, il a pris ce goudron de l'usine. Donc là, il y a un problème de Kol Kavua Kemersal Marsadame. Peut-être qu'on dirait 50-50. C'est comme s'il y avait 5 jours permis, 5 jours interdits. Et donc, on devrait dire Safek. On devrait interdire. Selon le Chazon Ish, pourquoi ça serait permis de manger ce sucre? Selon le Divrei Chaim Itzan, comment ça serait permis de manger ce sucre, d'utiliser ce verre, d'utiliser ce papier? Comment ça serait permis? Et là, tout va se délier et vous allez comprendre l'importance de savoir ce que je vais vous dire maintenant. C'est un puzzle, la halakha. Le Rav Yosef, il dit la chose suivante. Il dit, quand est-ce qu'on utilise le klal, la généralité de Kol Kavua Kemersal Mersadame? Quand est-ce qu'on dit 50-50? Lorsque le doute est fixé à l'endroit même. Lorsque l'interdit, c'est de la viande interdite, par exemple. Lorsqu'il s'agit d'un interdit de la Torah. Lorsqu'il s'agit d'un interdit de la Torah, effectivement, là, tu devras dire Kol Kavua Kemersal Mersadame. Ça fait que d'oraita la chumra. Dans ça, on dit 50-50, ça fait que d'oraita la chumra. Mais lorsque l'interdit, c'est un interdit des Rabbanan, là, il n'y a plus de problème. Ça fait que des Rabbanan la kula. Là, on a dit que quoi? Anaam Imaase Shabbat, profiter d'un interdit pendant Shabbat qui a été réalisé, c'est un interdit des Rabbanan. Donc, même si tu dis 50-50, ça fait que des Rabbanan la kula. Donc, dans tous les cas, même selon le Chazon Ish, j'ai le droit de consommer ce sucre, j'ai le droit d'utiliser ce verre, j'ai le droit d'utiliser ce chemin ferroviaire, j'ai le droit de tout faire. Parce que même si on dit que toute chose qui a été réalisée pendant Shabbat, c'est interdit, même Motzei Shabbat, par le fait que c'est pas ponctuel l'interdit. Et donc, on devrait interdire même toute la semaine.
Ah, là, tu devrais interdire. Alors, c'est quoi l'autorisation? Alors, tu dis Kol des Parish, Merouba Parish. Mais non. Kol Kavua qui est Al-Mersadame, peut-être qu'on dira, on va sur l'importateur qui est juif, etc. Donc, c'est un problème. Même dans ce cas-là où tu dis Kol Kavua qui est Al-Mersadame, tu devras autoriser. Parce que là, ça fait des rabbanan la kula. Alors là, c'est des rabbanan aujourd'hui? La Orla, Marloquette. Marloquette. Laura Ovadia, il dit Il y a que un oui, c'est Sfek des Sveka. rabbanan. Un Sfek Sveka. Oui, il rapporte dans Yabi Omer qu'il y a un Sfek Sveka, effectivement. Ah voilà, je l'ai, le Yabi Omer là. Volume 6, pardon, dans Yoredea, Siman 24. Yabi Omer, volume 6, Siman 24. Dans Pour les Yoredea. fruits et légumes, il y a vraiment encore. Voilà. Exactement, parce que tout ça, c'est des rabbanan. Tout ça, c'est des rabbanan. Donc, à partir du moment où c'est des rabbanan, ça fait que des rabbanan la kula. Est-ce qu'on ne se pose pas la question, par exemple, pour le sucre? J'entends que là, si je vais acheter du sucre en Israël, je dis, bon, bah, très bien, peut-être qu'il a été produit Shabbat, mais on va compter sur Kol des Parish, mais Rouba des Parish. Mais je sais que la semaine prochaine, Shabbat encore, ils vont travailler. Est-ce qu'on ne prend pas ça encore en ligne de compte? C'est-à-dire qu'il y a les Khatrila et Bediavad. Là, on est dans un cas de Bediavad. Dans mon premier Shabbat, ce sera déjà les Katrila. Et ça sera pas Bediavad. Depuis le départ, je sais qu'ils travaillent pendant Shabbat. Là, maintenant, vous l'avez su maintenant, vous. Mais ils travaillent pendant Shabbat, on le sait. Oui, c'est vrai. On le sait. Donc, dans tous les cas, c'est les Katrila. Mais encore une fois, même en les Katrila, on autorise. Même en les Katrila, on autorise. Mishum, ça fait que des rabbanan la kula. Et, Donc, ouais, voilà. et dans le cas, on connaît, Dites-moi. et dans le cas, on connaît si un paquet de sucre a été fait le Shabbat. Est-ce qu'il est permis de l'utiliser? Alors, tout ce qu'on a dit maintenant, c'est selon ceux qui pensent qu'on devrait assimiler l'interdit de mélange interdit et permis à l'interdit de Shabbat. Mais nous, selon le Shulchan Aruch, il n'y a aucunement écrit que si un travail a été fait ponctuellement ou pas ponctuellement, de manière générale, pas générale, s'il le fait exprès, pas exprès. Dans tous les cas, le Shulchan Aruch nous dit que le travail qui a été réalisé pendant Shabbat, qu'il soit fait ponctuellement ou pas, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Dans tous les cas, Motzei Shabbat, il est permis. Donc, pour nous, les Sfaradim, on devrait autoriser. Mais là, je vais selon ceux qui penseraient qu'on devrait être plus marmir aujourd'hui, étant donné que c'est pas fait ponctuellement. Même pour eux, on trouve des réponses. Mais pour nous, en tant que Sfarad, les Chaora, il n'y a aucun problème depuis le départ. D'accord, parce que dans le sucre, il y a marqué la date de fabrication. Donc, pour le sucre, on peut savoir si le sucre a été fait Shabbat ou pas. Mais de toute façon, après, il devient permis. Dans tous les cas, ça restera permis. Pour nous, les Sfaradim, dans tous les cas, ça restera permis. Parce que même si on sait que c'était fait pendant Shabbat, donc on ne devrait plus utiliser Kol Kavua, on ne devrait plus utiliser Kol des Parish et tout ça, quand bien même le Shulchan Aruch n'est pas explicite dans ses paroles, il dit un truc qui a été réalisé pendant Shabbat, tu as le droit de l'utiliser après Shabbat, même si ça a été fait Bémézid, même si ça a été fait pour toi. Il ne dit pas ponctuellement ou pas ponctuellement. Là, on va sur ceux qui penseraient que aujourd'hui les choses diffèrent. Mais nous, on suit le Shulchan Aruch dans tous les cas. Donc, il n'y a aucune différence entre ce que dit le Shulchan Aruch et de nos jours. C'est aussi un problème si les ouvriers non juifs. C'est que le problème, c'est que si c'est les ouvriers juifs. Alors, on verra à Bezrat Hashem par la suite que lorsque c'est un goy qui fait quelque chose pour nous, on pourra l'utiliser que Birdé chez Yahasu. C'est quoi? Le temps de fabrication. Alors, si on devait attendre le temps de fabrication pour le chemin ferroviaire, Et quelques années. c'est un gros problème. Mais en général, non, on n'interdit pas. Parce que tout ce qu'il fait, il le réalise pour lui, enfin, quand il le réalise aussi pour lui. Donc, pas de problème. Maintenant, si on se rend compte de la date de fabrication, mais on est pendant Shabbat quand on voit que ça a été fait Shabbat. Non, alors justement, c'est ce que j'ai répondu juste avant. Étant donné que pour nous, les Sfaradim, il ne devrait pas y avoir de problème, parce que le Shulchan Aruch lui dit, dans tous les cas, un travail qui a été réalisé pendant Shabbat, j'ai le droit d'en profiter après Shabbat. C'est aucunement précisé si ça a été fait ponctuellement ou pas ponctuellement. Là, tout ce que j'ai dit maintenant, c'est pour ceux qui penseraient que aujourd'hui les choses sont différentes et que même après Shabbat, l'action qui a été réalisée est interdite même après Shabbat. Mais le Shulchan Aruch, lui, il n'a jamais écrit cela. Le Shulchan Aruch, il a écrit qu'après Shabbat, c'est permis. Alors là, on va selon ceux qui penseraient que les choses diffèrent aujourd'hui,
même pour eux, on dirait que c'est permis d'utiliser. Si maintenant vous voyez une date de fabrication, pour nous les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Pour les Ashkenazim, effectivement, ils devront faire plus attention. Ouais, excusez-moi, j'ai une question sur le bémézid. Au début, quelqu'un qui cuisine bémézid Shabbat, vous avez dit c'est interdit pour toujours la consommation. C'est juste pour celui qui a mis au feu ou alors pour toute la maison? Non, que celui qui a mis au feu. Que celui qui a mis sur le feu. Oui. Razak. Même s'il a fabriqué pour toute la maison, même s'il a fait cuire pour toute la maison. Exactement. Exactement. Celui Il n'y a aucun fait ça, problème pour le sucre, par exemple. Comment? J'ai dit, c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème pour le sucre aujourd'hui. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il n'y a aucun problème. Et tout ce Même qu'on si a on- énuméré maintenant, tout ce qu'on a énuméré maintenant, justement, ça, on comprend bien maintenant pourquoi c'est autorisé. Bezrat Hashem demain, hein, on va parler de l'électricité. Pour finir sur ce Shulchan Aruch, hein, c'est vraiment uniquement pour décortiquer à fond ce Shulchan Aruch, qu'on comprenne exactement les tenants et les aboutissants, et que Bezrat Hashem, après, on continue sur les lois de cuisson. Mais voilà, c'est pour décortiquer vraiment chaque mot de ce Shulchan Aruch, pour en arriver à une conclusion à la très intéressante actuelle. Et voilà. Ok, messieurs, vous avez des questions? juste une question. Dites-moi. Vous avez dit pour celui qui effectivement fait cuire quelque Shabbat, mais sans le vouloir en fait. Donc il ne peut pas en profiter. Mais s'il ne le sait pas, il va en profiter de toute façon. S'il Encore le une fait fois, je cuire- suis désolé, ça a coupé un peu. Oui. Je disais que vous avez dit que si quelqu'un fait cuire quelque chose Shabbat, il n'a pas le droit d'en profiter. Enfin, s'il le Oui. fait cuire sans faire exprès. Et à partir du moment qu'il ne le sait pas, il va en profiter de toute façon. Oui, il ne le sait pas, il ne le sait pas. Mais à partir du moment où il va le savoir que c'était interdit, est-ce par qu'il la aura le suite. droit d'en profiter après ou pas? On dit que D'accord. oui, il aura le droit d'en Ok. profiter. D'accord. Ok? Ok. Ah, si vous avez d'autres questions, dites-moi. J'ai une dernière question. J'ai pas très bien compris le clal de Kol Kavok et Martial Damena. Parce que Alors, vous je avez vous pris explique, l'exemple hein. d'un sachet chez le boucher, mais le boucher, on sait qu'il est cachère. Maintenant, pourquoi on a un doute en fait? Alors bon, c'est vrai que cette image, c'est un peu incompréhensible, effectivement. Mais là, vous vous trouvez dans un magasin où il y a cachère et pas cachère, on va dire. Il y a de tout. Ok, très bien, Ok. je comprends. Et vous ne savez pas où ça se trouve. Vous ne savez pas Ouais. si c'est cachère ou pas. Alors là, Ouais. effectivement, il y a. Vous allez Ok. chez Franprix, par exemple, vous allez trouver des produits cachères et non cachères. Auchan, vous allez trouver des cachères et pas cachères. Et là, vous ne savez pas si c'est cachère ou pas cachère. C'est le même sac, c'est la même viande. Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà, Razak. Razak. Si vous avez d'autres questions, dites-moi. Et comme ça, on continuera demain à Bezrat Hashem sur l'électricité. Pourquoi on autorise aujourd'hui l'électricité?